Et on a entendu vos premières positions sur la responsabilité des consommateurs. On entre maintenant dans le vif du sujet. Comment concrètement influencer positivement les comportements d'achat pour notamment préserver la santé des consommateurs. Selon une enquête de Santé publique France en 2024, beaucoup de Français déclarent manquer d'informations fiables sur les produits qu'ils consomment. Trop d'informations peut conduire à la confusion et dans certains secteurs comme l'alimentaire ou le textile, la complexité technique est même souvent un frein. Mmh. Victoire, Scord note les marques selon leurs différents impacts sociaux et environnementaux. Puisque vous vous apprêtez à le lancer, côté santé, ces enjeux ou risques en l'état, ils sont visibles? Oui, absolument. Score, dans un premier temps, donc ça va être une application pour Mmh. les consommateurs qui va être entièrement gratuite. Et donc, c'est l'application qui estime la vraie valeur des marques. Donc, derrière valeur, Oui, on sur peut quels mettre critères? plein de choses. On a 4 critères majeurs et des critères mineurs néanmoins importants. Dans les 4 piliers majeurs de la méthodologie, on a waste, donc les déchets, entre guillemets l'impact écologique global de la marque en termes évidemment d'émissions carbone, mais aussi tout simplement combien de volume de produits la marque met en marché chaque année. Parce que quand vous êtes une marque de basket même pas propre et que vous produisez 50 000 paires par an versus Nike qui en produit, je crois que c'est autour de 450 millions, c'est pas la même chose puisqu'on l'a dit, l'impact était majoritairement situé à l'échelle, au niveau de la production d'un produit. Il y a le nombre d'invendus aussi que la marque laisse derrière elle. En moyenne, pour les marques qui sont pas du tout vertueuses, ça peut aller jusqu'à 30% des produits de mode qui sont fabriqués qui ne sont jamais vendus, donc qui deviennent directement des déchets. Donc c'est pas la même catégorie que waste? Alors, c'est dans Waste, ça OK, fait partie des très sous-critères de bien. Waste. Ensuite, on a sur le versant respect, donc le deuxième volet qui est respect, le respect des travailleurs et le respect des consommateurs. Donc là, on va s'intéresser au pouvoir d'achat, puisqu'on a remarqué avec des études préalables sur la communauté que l'on anime, on a plusieurs centaines de réponses de consommateurs, consommatrices qui sont un peu partout dans l'Hexagone avec très différents pouvoirs d'achat, que la priorité, c'est pas les valeurs écologiques ni sociales, mais c'est vraiment le rapport qualité-prix. Est-ce que j'investis dans un bon produit? Mmh. Est-ce que j'en ai pour mon argent? Et finalement, c'est quand même directement corrélé à la longévité du produit. On a ensuite un critère santé, comme vous l'avez évoqué. Donc là, bien sûr, on va s'intéresser à tout un tas de paramètres, les PFAS, par exemple, qui ont fait beaucoup de bruit cette année, la toxicité des produits sur des Ouais. personnes fragiles, les femmes enceintes, les enfants, par exemple, le rejet de produits toxiques dans les eaux de consommation, les nappes phréatiques, etc. Et on a une quatrième brique, donc dans les critères majeurs, qui concerne la durabilité extrinsèque. On a parlé un peu du marketing. C'est la rapidité avec laquelle, en fait, on essaie d'évaluer l'obsolescence émotionnelle d'un produit, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle on va s'en lasser après l'avoir acheté, soit parce que tout simplement il est mal fait et esthétiquement, typiquement dans l'ultra fast fashion, ce qu'on nous a vendu ne correspond pas à ce qu'on reçoit, donc on va le mettre une fois et puis s'en débarrasser, parfois même avec son étiquette malheureusement, soit parce que tout simplement, il y a une telle pression marketing de renouvellement de l'incitation à l'achat par les marques à travers des campagnes de communication, de l'influence, des newsletters, etc., Mmh. qu'on va se dire: «Il me faut ce prochain produit», alors qu'en fait, il y a une semaine, j'en ai déjà acheté un que j'ai quasiment pas porté. Donc ça, ce sont aussi des critères qu'on va mesurer. Et dans les critères mineurs, on a des drapeaux rouges et des drapeaux verts, donc green flag, red flag. À titre d'exemple, dans les green flags, on va avoir certaines certifications, le fait, par exemple, que la marque n'utilise pas du tout d'avion dans l'ensemble de ses process de production, de distribution. Et dans les red flags, ça va de, par exemple, greenwashing, campagne itérative, dénoncer, ou bien travail des enfants, une seule fois, c'est suffisant pour dire que c'est un énorme red flag, etc. Mmh. Et enfin, on a quelques critères qui concernent la transparence des marques, c'est-à-dire leur volonté à nous délivrer ces informations, le taux de complétude sur l'ensemble de la notation, et enfin la courbe de progression, parce que vous pouvez être un acteur Oui. mass market, un Kiabi par exemple, qui est franchement pas associé à une étiquette verte, mais qui a néanmoins Mmh. théoriquement une roadmap RSE et avec des jalons concrets qui vont de maintenant à dans 5 ans. Et ça nous semble intéressant aussi de donner cette info aux consommateurs,
Une entreprise, il faut la voir à l'instant T, mais il faut aussi considérer que sa transition, au même titre que la nôtre, c'est un chemin, que ça prend du temps, des moyens financiers, des moyens humains, et donc il faut accompagner tout ça en soutenant Et aussi vous ces pouvez marques. déjà nous dire combien de marques seront répertoriées? Comment ça va marcher? Alors, ça, c'est un petit peu la puissance de l'outil. Historiquement, on avait une première version bêta, on faisait tout à la main. Donc, on arrivait à une centaine de marques avec une équipe chevronnée. Aujourd'hui, Et ce sont des informations, pardon, que nous, communs des mortels, si on cherche, on les trouve? Alors, oui et non. Il y a des informations qui sont confidentielles, il y en a beaucoup qui sont publiques, mais qu'il faut savoir chercher et surtout interpréter, puisque quand vous avez une page RSE d'une marque de mode, il peut y avoir à boire et à manger dedans. Ouais, ouais. Il y a des rapports financiers pour les entreprises cotées, il y a des rapports d'ONG, bien sûr, des rapports d'enquête. Donc, c'est tout ce travail depuis 7 ans qu'on fait d'accumulation de data, et également en partenariat avec certaines marques qui sont capables de nous délivrer des informations vérifiables sur les critères qu'on demande. Et ensuite, passage à la moulinette d'un algorithme qui nous aide justement à avoir du volume sur les fiches de marques. Et donc, idéalement, on va sortir autour de 300 marques au moment du lancement de l'application d'ici la fin de l'année. Et l'objectif est quand même d'en avoir plus de 1000 au bout d'un an. Et idéalement, d'avoir le maximum de marques possible, sous réserve que les informations soient vérifiées. Donc, on préfère faire moins ambitieux, mais solide pour le démarrage. Laetitia, dans l'électronique ou l'électroménager, les impacts pour la santé sont moins visibles, mais bien réels. Il y a les substances nocives, la pollution liée à la fabrication. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une demande claire d'infos santé de la part des consommateurs? Alors, l'information que recherchent les consommateurs sur les appareils du quotidien électrique, électroménager, etc., c'est pas tant sur la santé que sur le rapport à l'investissement, comme on disait. Nous, on a fait un choix de plaidoyer très pragmatique. En effet, les impacts environnementaux, l'obsolescence qu'on appelle nous marketing, parce que c'est pas la faute du consommateur, mais bien celle de tous les investissements dans le marketing pour orienter ses choix. Qui compte, mais alors, tout ça compte, mais pour le consommateur, in fine, on l'a beaucoup dit, c'est le prix qui compte. Et donc, nous, ce qu'on a aspiré, on a obtenu avec HOP, halte à l'obsolescence programmée, c'est d'avoir une information claire qui mette fin à une asymétrie d'information. Parce que le fabricant, le distributeur éventuellement, sait à peu près si son produit est durable, réparable, surtout le fabricant, il l'a conçu, il l'a designé. Par contre, le consommateur, lui, entre un produit, un ordinateur et un autre, une imprimante ou une autre, a très peu d'informations, si ce n'est le prix, la réputation de la marque. Et donc, s'il a peur que ça ne dure pas, il va certainement aller au moins cher, comme ça, il limite un peu les risques. Finalement, c'est très important d'avoir une information sur la durabilité, la réparabilité, mais la réparabilité au sens de est-ce que je pourrais le réparer pour qu'il dure? Puisque si je mets le prix, si j'achète quelque chose de plus qualitatif, je veux être sûre que j'en ai pour mon argent. Et je veux être sûre que ce produit va me durer plusieurs années, donc ça va amortir un peu son coût d'achat. Sinon, je vais acheter le moins cher, évidemment. Je suis rationnelle. Et donc, on a demandé et obtenu un indice de durabilité sur les marques et sur tous les produits vendus. Et donc là, aujourd'hui, on a énormément de catégories de produits qui sont concernés par cet indice. Et là où on parlait de réglementation, ce qui est bien, c'est que c'est justement une obligation de la loi AGEC. Et donc, tous les fabricants sont obligés de donner ces informations. Et on gagne du temps. Parce que, qu'elles le veuillent ou non, elles sont obligées de renseigner une grille de critères très importante. Et comment il apparaît au consommateur, cet indice? Eh bien, et en plus, là aussi, c'est réglementé. Donc, ça doit être à côté du prix, de manière très claire, très évidente. C'est pas caché dans une petite ligne après facile la à comprendre. C'est en ligne comme en magasin. On a une note sur 10. Et ça, beaucoup de consommateurs l'ont déjà vu sur leur aspirateur, l'ordinateur, le smartphone. Et donc, plus on se rapproche du 10, plus on est une marque durable, c'est le Nutri-Score de l'électroménager, quoi. Exactement. Et en fait, c'est même plus que l'électroménager, parce que c'est le bricolage, c'est énormément de produits du quotidien. Et ces critères, ça peut être sur la durabilité, la réparabilité. Il y a vraiment des critères très exigeants. Sur lesquels nous, à HOP, on participe à tous les groupes de travail, c'est fait avec toutes les parties prenantes, les distributeurs, les réparateurs, les fabricants, etc. On se met autour de la table et on regarde les critères qui sont importants pour le consommateur. Et lui, à la fin, il a une note qui lui permet
de dire cet ordinateur, il a tel prix, mais il a telle note aussi de durabilité qui compte, par exemple, la maintenance. Est-ce que c'est facile de l'entretenir? Est-ce que c'est facile de le réparer? Est-ce qu'il est robuste? Par exemple, sur une machine à laver, il faut pouvoir encaisser 20 ans de lavage, de cycle de lavage en moyenne, pour être vraiment considéré durable. Donc c'est sérieux. Et ça permet au consommateur vraiment d'avoir les informations clés, de choisir en connaissance de cause. Et là, il peut exercer toute sa pression de consommateur. Mais si on n'a pas cet outil, on ne peut pas consommer en connaissance de choix, on ne peut pas orienter les marques. Mais est-ce que Laetitia, il y a eu des études, par exemple, conso justement sur l'impact que peut avoir cet indice de réparabilité aujourd'hui vis-à-vis du prix dans les comportements d'achat? Oui, et c'est significatif. Ok. Les marques qui ont augmenté leur indice de durabilité, qui ont une bonne note, vraiment voient leur chiffre d'affaires augmenter sur ces produits-là. Donc clairement, ça a un gros impact parce que les consommateurs sont prêts à payer un peu plus parce qu'ils savent qu'ils vont amortir ce coût. Donc c'est pas comme dans l'alimentaire où c'est peut-être d'autres dynamiques. Là, sur des produits durables, eh bien, le prix, c'est vraiment essentiel. Et c'est là qu'on réconcilie environnement et pragmatisme économique. Parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer au consommateur en quoi il fait un geste écolo, parce que de facto, s'il prend un produit qui est plus durable, plus réparable, il va durer et il va faire un geste écologique. Donc c'est bon pour tout le monde. Et on a aussi des entreprises qui s'engagent, qui sont précurseurs, qui vont encore plus loin, qui mettent qui aident le consommateur à avoir le choix durable, des choses comme ça. Donc il y a des distributeurs aussi qui voient bien que c'est important de parler à leurs clients, parce que sur Internet, certaines marques s'en fichent complètement. Mais là où font la différence, certains distributeurs, nous on les voit, on a organisé, on fédère un club de la durabilité avec une 40aine de marques, parce qu'en effet, la transition, c'est un chemin. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui voient que c'est un enjeu économique et stratégique et qui s'y engagent. Et donc c'est avec les entreprises aussi qu'on pourra créer des solutions et des alternatives pour les consommateurs. Le secteur qu'adresse Laetitia autour des produits numériques, par exemple, ou dans la mode, on a une particularité quand même, c'est qu'en France, il n'y a plus d'industrie. Donc les conséquences de la façon dont sont conçus ces produits, les conditions de travail, etc., ne sont absolument pas perceptibles, ce qui rend, je trouve, d'autant plus importante les indices, comme on vient de l'évoquer. C'est peut-être un petit peu différent dans le domaine agricole, où là, on est bien obligé d'avoir des industries et des exploitations locales pour pouvoir nous alimenter. Il faudrait que je revienne sur cette déclaration après. Mais Nous y reviendrons. Et moi, Victoire, ça m'intéresserait aussi de voir si tu prends en compte dans ton outil le côté sourcing durable, finalement. Est-ce que je source local? Est-ce que je source avec des matières premières responsables? Et comment j'accompagne finalement ma chaîne de valeur dans la transition? Absolument, je te dis ça juste après. Ok, avec plaisir. Du coup, effectivement, nous, on a fait le cœur de notre métier, l'accompagnement des agriculteurs et le financement de cette transition. Transition qui finalement se mène sur le terrain, donc à l'échelle des fermes, et qui dure 5 ans. Finalement, on va accompagner les agriculteurs sur une trentaine de leviers pour notamment impacter la dimension carbone, donc leur permettre de réduire leurs émissions, de stocker plus de carbone durablement dans leur sol, mais aussi d'impacter la biodiversité. Et en fait, on travaille, du coup, nous, main dans la main, avec des entreprises, justement, qui ont pris conscience de cette dimension, on va dire, responsabilité, mais aussi résilience économique, de se dire, demain, on a besoin, finalement, de matières premières, on est un LVMH, on a besoin de cuir, on est une marque de textile, on a besoin de lin français, potentiellement, pour remplacer le coton. Et donc, on va finalement investir en France aux côtés de nos agriculteurs pour les accompagner dans cette nécessaire transition. Et notre métier, il est un petit peu similaire que du vôtre, mais vraiment sur le terrain où, effectivement, il faut délivrer la bonne information. Et pour délivrer la bonne information, il faut une mesure précise. Donc, en fait, on fait des diagnostics des agriculteurs et puis on va remonter des données qui peuvent être valorisées jusque, finalement, aux consommateurs, avec une pédagogie qui est nécessaire, puisque effectivement, pour passer de levier terrain à une histoire, peut-être marketing parfois, nécessaire finalement pour embarquer les consommateurs. D'où ce certificat biodiversité. Exactement. Donc, on s'est associé avec une ONG. Nous, on est une entreprise à mission, on est Bicorp, mais on a été chercher l'expertise d'une ONG qui s'appelle Noé, qui est une association qui a une vingtaine d'années et ils sont 300 dans l'association, donc c'est une grosse association et c'est une association surtout de terrain.
et qui accompagnent aujourd'hui 70 000 hectares de terres agricoles. Et ils viennent finalement faire du conseil technique et agronomique sur comment préserver la biodiversité sur une ferme, comment régénérer les écosystèmes locaux. Et on s'est associé en fait pour effectivement travailler sur des certificats de biodiversité, puisqu'il est nécessaire toujours d'y inclure une notion de certification pour mettre finalement une notion de confiance et pouvoir aussi communiquer, mais communiquer de manière alignée avec des données robustes. Et donc ce programme, c'est quelque chose qu'on développe dans des chaînes de valeur aussi, notamment dans la chaîne de valeur lin avec Dior, betterave, puisque Dior fait du parfum à base d'éthanol, donc voilà. Et une entreprise aussi, Norcis, qui n'est pas en lien avec les matières premières naturelles, mais qui est un acteur engagé. On le fait avec le Muséum d'histoire naturelle, et l'objectif étant de finalement valoriser les pratiques qui vont être mises en place par les agriculteurs en faveur de la biodiversité et surtout de les rémunérer plus. Puisque tout l'enjeu, nous, sur faire changer les comportements, il y a une grosse dimension économique, puisqu'aujourd'hui, les agriculteurs, on a perdu 3/4 de nos agriculteurs en 50 ans. C'est 100 000 fermes qui ont mis les clés sous la porte. Et c'est avant tout la dimension aussi sociale qu'on cherche à mettre en avant à travers ce projet. Et vous pensez que ce repère, il peut devenir aussi fort que l'empreinte carbone pour le climat ? Nous, on a toujours prôné une vision holistique, puisque en fait, les agriculteurs ne sont pas voués à cultiver du carbone. On croit que voilà, en tout cas nous, sur la ferme familiale, donc qui est près de Lille, on pense qu'on a beaucoup plus à donner, on a impacté sur les écosystèmes, on va parler de qualité de l'eau, on va parler de biodiversité, de préservation de nos sols. Est-ce qu'on a bien saisi les enjeux, nous consommateurs, de la biodiversité sur notre assiette, notre alimentation, nos achats ? Je pense pas, c'est assez complexe en fait. Ouais. D'où l'idée d'abord d'avoir une méthodologie de mesure qui soit robuste, validée scientifiquement, d'où l'idée de le faire avec le Muséum d'histoire naturelle. Et c'est un petit peu la base. Finalement, c'est ce que vous approchez, vous, dans vos domaines sur la responsabilité des marques et la circularité. C'est d'abord d'avoir un tiers de confiance qui va venir valider cette mesure pour ensuite pouvoir faire de la pédagogie et raconter une histoire et embarquer des agriculteurs, des acteurs économiques et le gouvernement dans cette histoire commune pour véritablement passer à l'échelle l'agriculture régénératrice. Victor, il y avait quelque chose qui vous a interpellé dans ce que Thomas avait dit. Vous vouliez revenir dessus ? Oui, je voulais rebondir sur 3 choses qui ont été dites avec un prisme positif. C'est vrai qu'on a commencé la discussion en parlant de crise, de problématiques, et souvent quand on aborde des sujets relatifs à l'écologie, on est plutôt contre, en général. Et il y a une grosse différence entre justement, notamment légiférer en nivelant par le bas et en allant vers ce qui devrait être normal, typiquement le bio accessible pour tout le monde, ou alors le fait qu'il n'y ait pas de PFAS dans nos produits, ou le fait qu'on n'ait pas à être obligé de changer d'ordinateur pour une mise à jour d'OS. Et comment dire, guidé par l'exemplarité. Et c'est ce que fait par exemple le score de réparabilité pour les produits électroniques. Et c'est ce qu'on veut faire aussi avec Scord. Bien sûr qu'il y a des critères qui sont pénalisants pour les entreprises, mais il y a aussi beaucoup qui les mettent en avant et qui au contraire cherchent à leur apporter un retour sur investissement de leurs actions bénéfiques. Je prends un exemple donc, pour illustrer et vous répondre, Mathieu, sur la question des critères positifs et du sourcing des matières. Typiquement, dans le scoring principal sur la catégorie déchets, il y a des points positifs si vous utilisez des matières régénératives, des matières qui sont biosourcées, qui sont transformées localement, ou évidemment du réemploi de matières déjà existantes. Et le but, c'est qu'à la fin, si vous avez 2 acteurs très grand public qui se tirent la bourre, mais plutôt vers le haut, parce que l'un a une moins bonne note et qui veut comprendre pourquoi, à mon sens, c'est extrêmement bénéfique. Et c'est aussi bénéfique côté consommateurs qui vont avoir davantage confiance dans les marques, et on rentre dans cette boucle vertueuse de je concède dépenser un petit peu plus parce que j'ai confiance dans la marque et les valeurs qu'elle me propose, comme c'est le cas par exemple pour l'électroménager. Et ce qui m'a fait tiquer, c'est sur la partie export des savoir-faire. Donc c'est sûr que la désindustrialisation textile, elle a été massive en France. Néanmoins, ce que je trouve aussi génial, c'est qu'on change de discours quant à cette réindustrialisation.
on est au fait qu'on ne sera jamais compétitif en remettant des gens derrière des machines à coudre comme dans les années 60. Ça, c'est sûr. En revanche, ce qu'a évoqué tout à l'heure Laetitia, c'est un très bon exemple d'ouverture de nouveaux marchés, donc sur l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage ou circulaire. Typiquement, vous avez donc associé à ces produits qui sont plus durables, qui sont réparables, qui sont revendables, des systèmes d'identification, d'authentification, de traçabilité, qui amènent maintenant des entreprises françaises à créer des services donc, pour ces systèmes d'authentification, des puces, des QR, etc. Et puis aux consommateurs de rentrer dans une nouvelle dynamique de sortie de jetabilité systématique de ce qu'on consomme. Et pour moi, en tout cas dans la mode, cette économie de service, donc la location, la réparation, etc., l'économie du partage comme la seconde main, sont des mines d'or d'emploi et de restauration de la souveraineté, de ce dont on a parlé, etc. Et ça donne aussi envie d'aller vers demain avec des considérations écologiques qui ne sont pas que punitives. Et pour les entreprises, il faut qu'on passe d'une prime au vice à la récompense du bon sens, c'est-à-dire des marques qui agissent pour que la consommation se fasse mieux. Avec ces modèles-là, il y a beaucoup de cas, de figures d'entreprises qui ont expérimenté ces modèles de location, de fonctionnalité. Je n'en citerai pas de nom aujourd'hui, mais malheureusement, dans bien des cas, alors que ça marche très bien et que c'est rentable, souvent c'est le niveau des actionnaires que ça coince. Parce que ça implique de renoncer à des bénéfices et à de la profitabilité sur quelques années, le temps d'opérer une transition d'un modèle linéaire à un modèle circulaire autour de l'économie de la fonctionnalité. Et ça, c'est un autre gros problème qu'on n'a pas forcément adressé aujourd'hui. On pourra peut-être en faire une spéciale à l'occasion. Laetitia voulait réagir, je crois. Oui, sur tout ça, c'est vrai que même si les produits, en effet, sont souvent conçus par des multinationales en dehors de nos frontières, il y a en revanche beaucoup d'emplois qui peuvent être favorisés grâce à toute cette économie de la durabilité, de la réparabilité, et qui est obligée de transférer une économie qui se basait sur la vente de produits neufs vers des services. Et beaucoup d'entreprises pionnières l'ont déjà compris, en tout cas celle du Club de la durabilité, par exemple, et des emplois dans la réparation. Mais c'est en train d'exploser au niveau de tout ce qui est smartphone et de beaucoup d'électroménagers, le lave-linge, etc. C'est vraiment une économie qui est en train d'exploser. Nous, à HOP, Halte à l'obsolescence programmée, on organise les journées nationales de la réparation. On voit qu'il y a un élan énorme. Il y a plus de 1400 événements sur tout le territoire. Il y a énormément d'entreprises qui sont partenaires. On fait un partenariat avec France Travail parce que la réparation, c'est un emploi d'avenir. C'est aussi un service stratégique d'avenir pour les entreprises françaises. Et ça, beaucoup l'ont déjà compris. Et c'est vrai que sur ces enjeux-là, il y a vraiment un enjeu d'économie locale qui est très vertueuse et qui est en plus favorisée par la réglementation, là encore. Par exemple, il y a le bonus réparation qui permet, en fait, c'est une obligation des entreprises de verser une petite éco-contribution qui est collectée. Ça fait un fonds qui est reversé aux réparateurs qui permet, in fine, aux consommateurs de réparer moins cher. Parce qu'on en revient toujours au prix. Réparer, parfois, ça coûte presque plus cher que d'acheter du neuf. Et donc, ce bonus réparation, il permet de réparer moins cher et de soutenir les entreprises qui font bien la réparation. Parce que là aussi, c'est intéressant. Celles qui vont verser plus pour le bonus réparation, c'est celles qui réparent le moins. Il y a une sorte de prime à celles qui réparent bien. Elles ont à payer moins et de primes, enfin de taxes, entre guillemets, alors que celles qui font n'importe quoi et qui ne permettent pas qui ne conçoivent pas des produits bien réparables, elles vont verser plus au pot commun. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment un système qui peut être vertueux et qui peut accompagner la réparabilité, la durabilité de manière positive. Dézoomons un peu pour clôturer ce débat, si vous le voulez bien. Selon le baromètre Greenflex ADEME 2025, de moins en moins de Français affirment faire tout leur possible pour réduire leur impact environnemental. Ils ne sont plus que 13%, soit une baisse de 5 points en un an. Même tendance du côté de la seconde main, dont la pratique recule de 6 points. C'est un paradoxe. L'inquiétude face à l'urgence écologique progresse, mais dans les actes au quotidien, l'élan s'essouffle. Est-ce qu'on assiste à une fatigue écologique, un découragement face à l'ampleur de la tâche ? Déjà, je me demande s'il n'y a pas une forme de biais dans la question, parce que quand on demande de faire tout son possible, je pense qu'il suffirait de dire est-ce que vous faites de votre mieux, et on aurait beaucoup moins de gens qui auraient répondu je ne le fais plus. Tout son possible, on ne peut pas faire davantage, et en ce moment, dans la situation qu'est la nôtre, avec tous ces produits dont les prix ont beaucoup augmenté ces 12 derniers mois, je pense que notamment en rayon, quand on fait ses courses, on le voit beaucoup, des prix parfois qui doublent du jour au lendemain, forcément. Je pense que si on demande si on fait tout le possible, peut-être pas, parce que je dois faire des choix, des arbitrages, et qu'en ce moment, ils ne sont pas forcément en faveur des offres biodiesel.
D'où le fait que là, pour le coup, la réglementation peut avoir un poids à jouer si elle récompense les marques qui sont plus vertueuses en ayant, par exemple, une TVA verte, qui est un des objets de discussion assez intenses qu'on a en ce moment, notamment dans les perspectives des prochaines élections, où il faut qu'on arrive à mettre en place ce type de système pour changer d'échelle auprès des entreprises qui ont des offres mieux-disantes. Victoire. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'en effet, il y a une fatigue. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé des milliardaires et de à la fois ce qu'ils ont sur leur compte en banque et de l'impact carbone, l'empreinte carbone en général. Et donc, c'est normal qu'il y ait une lassitude quand on est un citoyen moyen et qu'on se dise, c'est pas légitimement, c'est pas dans mes mains. Néanmoins, j'espère qu'il y a aussi une forme de repos militant parce que, en tout cas dans la mode, le législatif a vachement pris le dessus cette année. On a tout un tas de projets de loi ou de lois qui ont été promulgués à l'échelle européenne d'ailleurs ou à l'échelle française. On a mentionné l'affichage du coût environnemental des produits. Il y a le projet de loi anti-fast fashion également qui a été adopté à l'unanimité Assemblée nationale puis Sénat et qui est en cours d'application. Il y a des initiatives européennes de rébellion contre le modèle économique des marques d'ultra fast fashion. Donc j'ose espérer que ça participe aussi au fait que les gens se disent ok, il y a un relais de la part des décideurs et c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut que les mots soient mis en acte, mais voilà, c'est à nouveau pour le prendre avec un prisme positif. Oui. Non, c'est bien. On clôture sur la touche positive. On verra avec Mathieu remarque sur cette fatigue écologique. C'est vrai que les marques avec lesquelles on travaille chez Agotera regardent leurs consommateurs, mais regardent aussi leur amont finalement agricole, puisque c'est de l'ordre de la survie de l'entreprise. Typiquement, un Pierre Fabre, c'est 37% de son chiffre d'affaires qui repose sur les matières premières naturelles. Et ils ont estimé avec Carbon 4 que c'était 25 millions d'euros de pertes qui pouvaient être liées finalement aux pertes de rendement et de manière annuelle. Donc, en fait, ces marques, elles avancent parce que c'est une question de survie. Et ensuite, c'est comment on peut raconter des histoires avec justement se poser les bonnes questions sur comment mettre de la traçabilité, comment faire remonter les bonnes données pour délivrer le bon discours et embarquer sur quelque chose qui deviendrait finalement normal. Ce qui est complexe en ce moment, c'est qu'on est vraiment dans cette période de transition, c'est-à-dire qu'on vit des chocs. Et vous le dites, hein, Thomas, on voit notre panier qui augmente. Et pour prendre un chiffre, là, plus 25% le prix de la viande depuis le début de l'année, et en fait, les marques, elles doivent s'adapter. Et en fait, elles ont une responsabilité à venir finalement amortir ce choc auprès des consommateurs et demain faire évoluer leur modèle pour que finalement cette alimentation plus saine et plus durable qu'on souhaite tous, je pense au fond, se normalise avec néanmoins un léger surcoût qui sera effectif et qu'il faut savoir nommer. Même si l'augmentation du prix de la viande n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, puisque ça veut dire qu'il y aura moins de consommation de viande, et ça, a priori, c'est pas une mauvaise chose pour la préservation de la planète et de la biodiversité. Laetitia, ce sera le mot de la fin. Moi, sur ça, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que certes, il peut y avoir une fatigue, par exemple, en se disant, moi, j'ai envie de réparer, par exemple, et concrètement, je ne le fais pas. Pourquoi? Notamment parce que je trouve ça trop cher, peut-être, ou pas assez rentable. Et à côté de ça, il y a un bonus réparation. Tout le monde peut y avoir accès, tous les consommateurs. Qui est-ce qui est au courant? Personne. Ouais. Donc, je pense qu'il y a déjà un petit problème parce qu'il se passe déjà des choses, il y a des initiatives et beaucoup de consommateurs l'ignorent et pourraient activer ça si ils le savaient. Donc, c'est pour ça qu'on organise des journées nationales de la réparation en octobre. Et ensuite, la deuxième chose, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une vive émotion encore, plus qu'une fatigue, encore vraiment une envie d'agir. Là, on le voit, 400 millions d'ordinateurs sont concernés par une obsolescence prématurée et ce n'est pas de la faute des consommateurs. Ils sont victimes de ça, ils ne peuvent rien y faire et pourtant les voix s'élèvent. Près de 45 000 signataires à notre pétition sur le site haltobsolescence.org. On voit bien que parfois ce n'est pas vraiment entre les mains des consommateurs et qu'ils sont là pour le dire, pour dire que ce n'est pas possible et qu'ils veulent vraiment des produits durables, réparables. Et là... moi, je vois plus une énergie qu'une fatigue pour faire entendre la voix des consommateurs. Merci pour ces touches positives. On passe à la dernière séquence.